Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, même si je sais que certains d'entre vous sont malades. Alors on va essayer de continuer le cours de philosophie un minimum en utilisant des vidéos. Alors, on est dans quel chapitre? Comme la question que je vous pose en classe d'habitude, on est dans le chapitre 7, peut-on avoir des certitudes? Et on est en train de traiter le grand 3. Alors au départ j'avais utilisé une métaphore très bizarre, c'est le fait que la maison vole, elle est construite sur du vide, mais en fait ça fonctionne. Et c'est pas un problème en fait de pas avoir de certitude absolue. Ça c'est ça l'idée du grand 3. Donc le titre du grand 3, vous l'avez noté normalement suite à la dernière vidéo, il faut accepter de ne pas avoir des certitudes absolument indubitables. C'est-à-dire nos certitudes sont construites sur du vide, mais en fait c'est pas grave, il faut l'accepter. Et la première raison que vous avez vue dans la dernière sous-partie, c'est que même si ce ne sont pas des certitudes absolues, et au moins elles sont utiles. D'accord? C'est le pragmatisme et c'est William James. C'est pour ça que la maison vole, ça marche quoi, il n'y a pas de problème. Donc, cette sous-partie-là, j'ai pu reprendre telle quelle une vidéo de l'an dernier que j'avais faite pendant le confinement, mais en fait, à partir de maintenant, ça va changer un peu parce que le programme a un peu changé par rapport à l'an dernier, donc je peux plus juste réutiliser une vidéo de l'an dernier. Et en plus, autre problème, il y a quelques petites choses à modifier par rapport à l'an dernier. Donc la première chose à modifier, c'est le titre en fait du grand A. J'avais pas vu ça, mais ça colle pas. L'an dernier, j'avais noté, il faut accepter que les autres croyances ne sont pas fondées, mais nous aident quand même à vivre. Normalement, c'est ça que vous avez dû noter du coup. J'aimerais bien que vous variez les autres et que vous mettiez à la place la plupart des croyances. Parce que les autres, comme j'ai changé le plan, ça fonctionne plus. En fait, c'était par référence à la certitude je pense, c'est-à-dire la certitude du cogito. Le cogito, c'est ce qu'a dit Descartes. Là. Cogito en latin, ça veut dire je pense. Hein. Donc voilà. Mais à part, c'est vrai, cette certitude-là, la plupart des autres, elles sont pas fondées, mais nous aident quand même à vivre. Je pense que c'est plus clair comme ça. Donc vous modifiez juste ça, ça sera plus clair. Deuxième chose à modifier dans la sous-partie du grand A, c'est, enfin pas à modifier, mais à rajouter tout simplement, vous allez rajouter un bonus bac qui est lié au fait que maintenant au programme il y a la science. Et ça c'est un bonus bac important sur la science, c'est de dire que c'est la technique qui valide la science. Je pense que vous comprenez l'idée, hein, la science euh, elle est valide, mais dans le monde dans lequel on est, donc il peut très bien être un rêve ou un monde virtuel. En fait, on n'en sait rien et il vaut mieux arrêter de se poser la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde-là, la technique valide la science. La science, c'est un savoir. La technique, c'est un savoir-faire, donc c'est-à-dire que c'est un savoir qui est mis en pratique, et c'est le fait de le mettre en pratique qui montre que c'est utile, et donc que c'est vrai d'après William James, ou plus exactement, enfin, que c'est valide. Voilà les petites modifications sur le grand A. On va maintenant passer au grand B, c'est l'objectif du jour. Donc, on est toujours dans l'idée qu'il faut accepter de ne pas avoir des certitudes absolument indubitables, on rajoute une sous-partie, c'est parce que cela n'empêche pas de rechercher un degré maximal de certitude. Autrement dit, c'est pas parce que on n'a pas des certitudes absolues qu'on tombe dans le grand n'importe quoi. En fait, on peut quand même chercher un degré maximal de certitude. Alors, grâce à quoi? Grâce à la science, justement. On va noter ici la définition de la science qui sera à encadrer parce que c'est une des notions du programme, donc il faut connaître ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est que la science? C'est un ensemble de méthodes qui allient expérience et raison afin d'atteindre un degré maximal de certitude, justement. Donc un ensemble de méthodes qui allient expérience et raison afin d'atteindre un degré maximal de certitude. Deux remarques au sujet de cette définition. La première remarque, c'est que ce qui est important dans cette définition, c'est que la science, ça mêle expérience et raison. Alors ça, c'est fondamental. On avait dit que l'expérience pure, l'image que vous pouvez avoir de ça, ça serait le journaliste de terrain qui va sur le terrain et qui constate. Voilà. La raison pure, sans un gramme d'expérience, c'est les maths. On fait des raisonnements, mais on s'intéresse absolument pas à les vérifier par l'expérience. Si vous n'avez pas compris ça, il faut aller relire le grand 2, grand B, c'est absolument central. Okay, mais en fait, que fait la science? Elle mêle les deux. Voilà. En fait, la plupart du temps, on mêle les deux, mais quand on les mêle intelligemment, si vous voulez, suffisamment intelligemment pour atteindre un degré maximal de certitude, et ben, c'est ce qu'on appelle la science. Donc,
c'est vraiment ça qui est intéressant, hein, c'est que la science, elle va allier les deux, et que ça, ce qu'il faut noter comme remarque, c'est que l'alliance des deux, c'est une solution à beaucoup de sujets de dissertation. En fait, il y a des tonnes de sujets de dissertation qui vous demandent, c'est jamais formulé comme ça, mais c'est ça, qu'est-ce qui est mieux, la raison ou l'expérience? Et qu'est-ce qu'il faut répondre? Bah les deux. Le mieux, c'est d'avoir les deux, voilà. Donc les sujets qui vont vous poser, ça va pas être qu'est-ce qui est mieux, la raison ou l'expérience, ça peut être la raison permet-elle d'atteindre la vérité. Dans ce cas-là, on attend de vous, grand 1, bah, ouais, la raison c'est quand même un truc fondamental pour atteindre la vérité. Donc grand 1, la raison. Grand 2, le problème de la raison seule, c'est que ça atteint la validité logique et pas la vérité. L'expérience seule permet de nous confronter à la réalité. Donc grand 2, l'expérience. Grand 3, il faut la raison et l'expérience, c'est-à-dire la science. Donc ça, c'est toute cette sous-partie. Deuxième sujet possible, c'est de le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire par la question de l'expérience. Donc l'expérience est-elle au fondement de toutes nos connaissances? Bah oui, hein, grand 1, l'expérience. Ça permet de nous confronter à la réalité, c'est-à-dire le seul moyen d'accès à la réalité. Voilà, c'est par là que on a tout appris, voilà. Ensuite, grand 2, l'expérience elle est trompeuse, donc il faut la critiquer grâce à la raison, et finalement seule la raison va nous permettre de faire des raisonnements parfaitement logiques, donc grand 2, la raison, et grand 3, bah, les deux, il faut expérience et raison ensemble, voilà. Je pense que vous comprenez l'idée, donc il faut que vous notiez ça, hein, voilà, quels sont les sujets classiques et comment on peut utiliser la science comme une solution en fait à ce genre de questions sur qu'est-ce qui est mieux entre raison et expérience. Voilà. Deuxième remarque, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, que ici on atteint un degré maximal de certitude grâce à la science. Je n'ai jamais dit que la science, ça permettait d'avoir une certitude absolue. Pourquoi? À cause de ce qu'on a dit avant dans ce chapitre-là, on pourrait très bien être dans un monde virtuel, on pourrait très bien être en train de rêver, donc la science, elle nous donne une certitude que à l'intérieur de ce monde-là, voilà. Donc c'est pas une certitude absolue, mais ceci étant, c'est le degré maximal qu'on peut atteindre, donc c'est quand même assez intéressant de faire de la science, mais c'est pas à vous que je vais le dire, parce que c'est quand même assez scientifique. Alors, on va passer maintenant à un exemple de démarche scientifique, qui est un exemple normalement que vous connaissez déjà, parce que c'est un exemple que vous avez vu, je crois, en enseignement scientifique l'an dernier, et c'est un exemple qui est très apprécié des professeurs de philosophie aussi. Ératosthène, donc c'est un scientifique du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a réussi à prouver à son époque que la Terre, elle est ronde. Alors comment il a fait ça? De façon très simple. Alors je vais un tout petit peu simplifier l'expérience là, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. En fait, pour le prouver, si vous vouliez le faire, ça serait assez simple. Vous allez imaginer que vous êtes là, au nord de la France, voilà. L'échelle n'est pas du tout respectée, hein, et vous plantez un bâton, je crois qu'ils ont écrit là, je ne sais pas si vous voyez, bâton de 1 mètre. Donc vous plantez un bâton de 1 mètre, et vous demandez à quelqu'un de planter un bâton de 1 mètre aussi, il faut que le bâton soit de même taille. Vous demandez à cette personne d'être exactement à la même longitude que vous, donc là vous prenez quelqu'un qui est au sud de la France, voilà, mais à au même niveau, quoi, donc je sais pas, vers Marseille, Toulon, je sais pas. Et vous lui demandez en fait vous lui téléphonez et ensemble vous mesurez au même moment l'ombre de ce bâton. Donc qu'est-ce que vous allez constater en fait, c'est que alors que les bâtons sont de même taille, vous êtes sur la même longitude et que c'est exactement le même moment de la journée, les deux ombres ne sont pas de la même longueur. C'est pour ça que vous avez une petite ombre ici et une petite ombre là qui sont représentées. Voilà. Et donc ça, c'est la preuve que la Terre est ronde. Si la Terre était plate, bah, donc là, c'est ce que représente ce schéma-là. Si vous avez des bâtons de même longueur ou même, même longitude et même moment de la journée, bah, l'ombre, elle serait exactement, rigoureusement de même taille. Voilà. Donc, vous n'avez pas le droit de faire de schéma dans vos dissertations, donc il faut être capable de résumer avec cette expérience avec des mots. Donc voilà, il suffit de dire, Ératosthène a prouvé que la Terre était ronde en mesurant l'ombre de 2 bâtons de même taille à la même heure de la journée sur la même longitude et en constatant que l'ombre était de taille différente et la seule explication c'est que la Terre est ronde. Voilà.
Donc, ça, c'est un exemple intéressant de démarche scientifique, en fait, qui illustre parfaitement ce qu'a théorisé Claude Bernard. Alors, Claude Bernard, c'est avant tout un scientifique, enfin un médecin, c'est la médecine expérimentale, mais aussi un philosophe, en ce sens qu'il a fait de la philosophie des sciences, c'est-à-dire qu'il a essayé de théoriser c'est quoi la démarche, en fait, scientifique. Et en fait, Claude Bernard, vous le connaissez sans le connaître, parce que vous suivez la méthode qu'il a préconisée en TP depuis le collège. C'est quoi la méthode qu'il préconise? C'est une méthode en 4 étapes, ça va vous dire quelque chose. 1. Je fais une hypothèse. 2. J'imagine un protocole expérimental pour tester mon hypothèse. 3. Je réalise le protocole, j'observe, je regarde les résultats, voilà. Et 4. J'en tire des conclusions. Voilà. Et ce qui nous amène au résumé de ce que pense Claude Bernard. Donc Claude Bernard, il pense que c'est par la méthode expérimentale qu'on peut faire de la science et atteindre un degré maximal de certitude. Voilà pour le résumé de sa pensée. Maintenant, il va falloir justifier ça. Pourquoi est-ce que c'est si fiable, la méthode expérimentale? Alors, pourquoi? La première chose à noter quand même, c'est de résumer ce que c'est, la méthode expérimentale. Donc, il faut noter les 4 étapes. Les 4 étapes, c'est-à-dire 1, je me pose une question, je fais une hypothèse, voilà, par rapport à cette question. 2, j'imagine un protocole expérimental. 3, je réalise ce protocole et j'observe les résultats. Et 4, j'en déduis une conclusion en rapport avec mon hypothèse et ma question initiale. Okay, donc ça, c'est notre protocole expérimental. Pourquoi est-ce qu'il est très solide? Parce que, en fait, Claude Bernard nous fait remarquer que même si on appelle ça une expérience scientifique ou une expérimentation, c'est pas du tout une expérience au même sens que ce qu'on a évoqué dans le grand 1. C'est-à-dire que c'est pas une expérience sensorielle pure. En fait, dans les 4 phases de cette expérience scientifique, de cette expérimentation, il y a beaucoup de raisons. Où est-ce qu'elle est la raison? Elle est dans la phase 1, se poser une question, si c'est pas la raison, ça je sais pas ce que c'est, et faire une hypothèse, c'est ça quoi, hein. La définition de la raison, c'est d'abord la capacité à se poser des questions, donc se poser une question, faire une hypothèse, voilà, s'interroger. 2, imaginer un protocole, mais imaginer un protocole, c'est une démarche de déduction en fait, parce que vous faites un raisonnement du type, si mon hypothèse est vraie, alors voilà ce que j'observerai dans la réalité. Donc ça, c'est vraiment un raisonnement. Et si mon hypothèse est fausse, alors j'observerai voilà, que les ombres, par exemple, là, seraient de même taille. Donc, imaginer le protocole, c'est de la raison. L'étape 3, ça c'est sûr, c'est de l'expérience. Là, on réalise, on regarde et tout. Et l'étape 4, c'est de nouveau de la raison, puisqu'il s'agit d'en tirer des conclusions. Donc en fait, ce que constate Claude Bernard, c'est que dans ce qu'on appelle la méthode expérimentale, on mêle à la fois expérience et raison. Il faut noter précisément dans votre cahier dans quelle phase on utilise la raison, dans quelle phase on utilise l'expérience. Or, pourquoi c'est hyper intéressant ça? C'est parce que, en fait, l'expérience pure, elle serait trompeuse. En l'occurrence, si vous regardez par la fenêtre, et ben en fait, la Terre, elle a pas du tout l'air ronde. Elle a pas l'air plate non plus, vous me direz, il y a des montagnes, mais bon, en gros plate avec des bosses, quoi. Mais il n'y a aucun moyen, par l'expérience pure, d'atteindre une conclusion du style la Terre est ronde. Donc l'expérience pure, elle serait trompeuse. Donc la raison pure, bah, ça permet de faire des maths, mais pas de connaître l'univers qui nous environne. Donc c'est pour ça qu'il faut l'alliance des deux. Et cet enchâssement particulier de raison et d'expérience avec les 4 phases, ça permet d'avoir un rapport à l'expérience qui est réfléchi en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas naïf face à une expérience, parce que l'expérience qu'on fait, elle a été préparée par une réflexion, et en plus, il y a une réflexion qui en découle ensuite. Vous voyez, donc ça, c'est la raison principale pour laquelle la méthode expérimentale, elle est aussi puissante en fait. C'est que ça permet d'avoir un rapport réfléchi et critique à l'expérience sensorielle. Et en fait, on prend le meilleur des deux. On prend le meilleur de la raison et le meilleur de l'expérience, pour le dire autrement. Dernière petite chose, c'est un bonus bac, il est pas mal celui-là, c'est que il faut faire parler les faits. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Alors, pourquoi c'est un bonus bac, ça? C'est parce que la plupart des gens
utilise plutôt l'expression inverse, c'est-à-dire les faits parlent d'eux-mêmes. On peut entendre un avocat dans un procès dire « Non mais attendez, les faits parlent d'eux-mêmes, là, il est coupable. » Voilà, genre on a retrouvé l'arme du crime. Voilà. Mais en fait, non, c'est une expression courante, mais qui est juste totalement fausse. Un fait ne parle pas de lui-même, il faut savoir le faire parler, en fait. Si un fait parlait de lui-même, bah, la Terre serait plate, parce que ce fait-là parlerait de lui-même. Non. En fait, Ératosthène, il a su intelligemment faire parler les faits. Et comment on fait pour faire parler les faits? Vous pouvez rajouter ça après le bonus bac. Donc pour faire parler les faits, en fait, il faut justement utiliser la méthode expérimentale. Parce qu'il y a des faits, hein, il y a des observations, des expériences, mais on les fait parler parce qu'on réfléchit avant et après. Voilà. On fait parler les faits en encadrant toute expérience par une réflexion. Voilà pour ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite du programme. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais chaque chose en son temps. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous les notez dans votre cahier, on se reverra, hein. C'est pas un confinement absolu et radical, donc vous me les poserez en classe, ou sinon on fera une classe virtuelle pour que vous puissiez poser vos questions, et surtout, vous prenez des notes. Je vérifierai que les cahiers sont bien remplis, comme je l'ai déjà fait, quand vous aviez des vidéos à regarder sur le travail. Voilà, au revoir!